Dans une salle d'audience militaire bondée, les flashs des appareils photo crépitaient tandis qu'elle était assise, menottée. La première femme tireuse d'élite des Navy SEALs américains était désormais considérée comme une imposteur et une menteuse. L'accusation se moquait de son service et des chuchotements se propageaient dans la salle tandis qu'elle restait silencieuse. Apparemment vaincu, le juge a laissé son humiliation se poursuivre, sa brillante carrière s'effondrant devant une salle remplie d'inconnus. Mais alors, des pas lourds ont résonné à l'extérieur. Les portes se sont ouvertes et tout le monde s'est figé. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez voir d'autres drames militaires qui rendent hommage à nos héros méconnus, pensez à vous abonner à notre chaîne. La salle d'audience militaire de la base navale de San Diego semblait étouffante malgré ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres. La lumière du soleil matinal traversait le verre en formant des angles aigus, illuminant le sol poli où le lieutenant-commandant Severin Blackwood était assise, raide, à la table de la défense. La police militaire venait de lui retirer ses menottes, laissant de légères marques rouges autour de ses poignets qu'elle refusait de reconnaître. Son uniforme bleu foncé était parfaitement repassé et orné d'étonnamment peu de rubans pour quelqu'un avec son état de service. Une fine cicatrice s'étendait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire, rappel permanent des combats dont elle ne pouvait parler. Ses cheveux, coupés à la longueur réglementaire, étaient tirés en arrière avec une précision militaire, et ses yeux noisettes fixés droit devant eux, ne laissant rien transparaître de la tourmente qui l'habitait. La tribune derrière elle était bondée. Des officiers de haut rang occupaient les premiers rangs, leurs uniformes brillants de médailles et d'insignes qui reflétaient des décennies de service. Derrière eux, des journalistes des principaux médias étaient assis, carnets ouverts et stylos prêts, avides d'une histoire qui combinait scandale militaire et politique de genre. Les autres sièges étaient occupés par des spectateurs curieux, dont beaucoup étaient des militaires en service actif qui suivaient l'affaire depuis que le San Diego Union Tribune l'avait qualifié de imposteur des SEAL dans un article publié en première page 3 semaines plus tôt. L'air bourdonnait de conversations chuchotées et du cliquetis occasionnel des appareils photos de la presse. À la table de l'accusation, le commandant Richard Westlake rangeait ses documents avec une précision théâtrale. Ses mouvements étaient calculés, destinés à projeter une image de confiance et de contrôle. 3 officiers subalternes du juge-avocat général l'entouraient comme un mur protecteur, échangeant des notes et chuchotant des stratégies juridiques. Westlake jetait de temps à autre un regard vers Sebi, avec une expression mêlant satisfaction et mépris, comme si sa condamnation était déjà assurée. Le lieutenant-commandant Orion Apprentice était assis à côté de Sebi, la mâchoire serrée de frustration. Il se pencha vers elle, la voix à peine audible. « Ils veulent du sang. Donne-moi quelque chose. N'importe quoi pour contrer leur récit. » Sebi garda les yeux fixés sur le banc vide du juge devant elle. « Tu sais que je ne peux pas, que je ne veux pas. » Apprentice serra les poings jusqu'à en blanchir les jointures. « Ils ont 3 témoins prêts à témoigner. Tu n'as jamais été au Yémen. » Le coin de la bouche de Sebi se crispa de manière presque imperceptible. C'était le seul signe qui indiquait qu'elle avait entendu ses paroles. « Levez-vous tous !» La voix autoritaire du huissier fit taire les murmures instantanément. « La cour martiale est maintenant ouverte. L'honorable capitaine Lyall préside. » Le capitaine Lyall sortit de son bureau, un homme sévère d'une 60aine d'années, dont la réputation de strict respect du protocole le précédait. Il prit place sur son siège surélevé avec une autorité délibérée, observant la salle d'audience bondée avec un mécontentement évident face à l'atmosphère de cirque médiatique. « Asseyez-vous. Je tiens à clarifier une chose. Bien que cette procédure soit ouverte au public, cette salle d'audience maintiendra une discipline militaire absolue. Toute personne perturbant cette procédure sera immédiatement expulsée. » Son regard balaya la galerie avant de se poser sur l'accusation. « Commandant Westlake, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. » Westlake se leva avec élégance, boutonnant sa veste avec une aisance acquise par l'habitude. « Merci, votre honneur. L'accusation prouvera hors de tout doute raisonnable que le lieutenant-commandant Severin Blackwood s'est livré à une campagne de tromperie calculée. Elle a falsifié des dossiers militaires pour revendiquer des opérations auxquelles elle n'a jamais participé. Elle s'est approprié des décorations qu'elle n'avait pas méritées par son service légitime.
Elle a fait preuve d'une insubordination flagrante lors d'une opération classifiée, violant directement les ordres de ses supérieurs. Et le plus grave de tout, par son incompétence imprudente et son besoin désespéré de reconnaissance, elle a causé la mort de 2 militaires américains qui avaient une confiance en son jugement. Alors que Westlake poursuivait son attaque, dépeignant Sevy comme une fraudeuse ambitieuse qui manipulait la politique de genre pour revendiquer des exploits au-delà de ses capacités, la salle s'est mise à murmurer. La première femme à avoir prétendument mérité le trident, murmura quelqu'un dans les rangées du milieu. Elle n'a manifestement pas suggéré la pression, acquiesça une autre voix à voix basse. Voilà ce qui arrive quand on abaisse les normes pour des raisons de politiquement correctes. Une troisième voix conclut avec un mépris à peine dissimulé. Au dernier rang, partiellement caché par la foule, un officier du renseignement naval en uniforme bleu observait la procédure avec une intensité inhabituelle. Sa main se posait sans cesse sur le téléphone sécurisé dans sa poche, qui semblait vibrer toutes les quelques minutes à chaque nouvelle notification. Son expression restait soigneusement neutre, mais ses yeux suivaient chaque détail. 3 jours de témoignages avaient transformé l'atmosphère de la salle d'audience, passant de la curiosité à la certitude. L'accusation avait fait défiler une succession de témoins administratifs, chacun confirmant méthodiquement que les registres officiels ne contenaient aucune preuve des opérations, qualifications ou décorations revendiquées par CB. Des spécialistes du personnel ont témoigné des lacunes dans son dossier militaire. Des instructeurs ont déclaré n'avoir aucune trace de sa participation à des cours d'opérations spéciales. Des officiers du renseignement ont confirmé que les journaux de mission de la période en question ne faisaient aucune mention de sa présence. Les preuves semblaient accablantes et irréfutables. Sebi a assisté à tout cela avec le même sang-froid rigide, mais les conséquences étaient invisibles. Son uniforme était légèrement plus ample au niveau du col, suggérant une perte de poids. Des cernes ombrageaient ses yeux, témoignant de nuits blanches et de détention militaire. Pourtant, sa posture restait parfaite, son visage un masque de neutralité contrôlée qui ne révélait rien de ses pensées ou de ses émotions. Elle n'avait pas prononcé un seul mot pour sa défense. Le commandant Harrison Drake s'est approché de la barre des témoins avec l'assurance d'un homme habitué au respect et à l'autorité. À 50 ans, ses cheveux poivre et sel et sa poitrine couverte de rubans témoignaient d'une carrière distinguée s'étendant sur 3 décennies. Il leva la main droite et jura de dire la vérité avec une confiance inébranlable. Commandant Drake, commença Westlake, s'appuyant contre la table de l'accusation avec une désinvolture calculée. Le lieutenant-commandant Blackwood a-t-il jamais servi sous votre commandement dans le cadre d'opérations spéciales? La réponse de Drake fut immédiate. Le lieutenant-commandant Blackwood a servi comme analyste du renseignement sous mon commandement. Elle était compétente dans ce rôle, mais elle a constamment tenté de dépasser son autorité, s'immisçant dans la planification opérationnelle, alors qu'elle manquait à la fois de qualification et d'expérience. Et en ce qui concerne spécifiquement l'opération au Yémen, a demandé Westlake, l'expression de Drake s'est durcie pour devenir quelque chose qui s'apparentait à du dégoût. Au cours de l'opération Al-Maharawa, elle a directement désobéi à mes ordres explicites. Elle a abandonné son poste pour rejoindre un élément avancé où elle n'avait rien à faire. Sa présence non autorisée a compromis la sécurité opérationnelle et a directement entraîné des pertes inutiles. 2 hommes valeureux sont morts à cause de son arrogance et de son incompétence. Lorsque l'apprenti s'est présenté pour être contre-interrogé, sa frustration transparaissait malgré son attitude professionnelle. Commandant Drake, quel était précisément l'objectif de l'opération Al-Mahara? Cette information reste classifiée, tout comme l'emplacement précis de l'opération. Les noms des membres de l'équipe qui auraient été mis en danger par mon client sont classifiés. Classifiés pour des raisons de sécurité opérationnelle. L'apprenti s'est approché du banc, la voix tendue, contenant à peine sa colère. Votre honneur, il est remarquablement pratique que toutes les informations susceptibles de disculper ma cliente soient classifiées, alors que toutes celles qui lui sont préjudiciables sont librement admissibles devant le tribunal. Le capitaine Lyle resta impassible et imperturbable. Les décisions de classification ont été prises par les autorités compétentes, maître. Vous pouvez poser les questions que vous êtes autorisé à poser. Alors que l'apprenti retournait à sa table, le visage de Sebi resta impassible, mais pendant une fraction de seconde, son regard se perdit dans le vide. Dans son esprit, des images involontaires jaillirent comme des éclairs.
du sang recouvrant ses mains, collant et chaud, des communications radio noyées par des tirs soutenus, une tempête de sable réduisant la visibilité à quelques mètres, le battement rythmique des rotors des hélicoptères lors d'une extraction d'urgence sous le feu ennemi. Pendant un instant, ses souvenirs et la réalité présente se confondirent avant qu'elle ne se force à revenir à la réalité, clignant des yeux une fois pour revenir dans la salle d'audience stérile. Le psychologue naval qui témoignait ensuite porta peut-être le coup le plus dévastateur à la crédibilité de Sebi. S'exprimant avec un détachement clinique, il fit référence à des évaluations psychologiques qui suggéraient que Sebi souffrait de mégalomanie, un mécanisme de compensation pour ses insécurités liées au genre dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. D'après mon expérience, expliqua le médecin en ajustant ses lunettes à monture métallique, il n'est pas rare que des personnes qui se sentent marginalisées ou inadéquates se construisent des fantasmes élaborés de réalisations exceptionnelles. Dans le cas du commandant Blackwood, ces fantasmes se sont manifestés sous la forme d'allégations détaillées d'opérations secrètes et d'actes héroïques sur le champ de bataille qui, selon l'enquête, n'ont tout simplement pas eu lieu. Son besoin de reconnaissance et de validation a pris le pas sur son rapport à la réalité objective. Les spectateurs dans la tribune ne se donnaient plus la peine de cacher leurs réactions. Les commentaires chuchotés résonnaient clairement dans la salle. Ils l'ont laissé jouer aux soldats, et des gens sont morts à cause de cela, dit quelqu'un trop fort. Une autre voix ajouta avec une cruelle certitude. C'est exactement pour cela que certains rôles devraient rester fermés aux femmes. Pendant la pause de l'après-midi, l'apprenti coinça Sebi dans une petite salle de conférence. Les murs ternes et l'éclairage fluorescent agressif soulignaient la gravité de leur situation. « Sebi, je ne peux pas te défendre si tu refuses de me parler. Les dossiers classifiés de l'opération qui prouveraient ton innocence. » Sebi l'interrompit doucement, d'une voix maîtrisée mais avec une pointe de détermination. « Ils n'existent plus. Ils ont été détruits. » L'apprenti la regarda avec incrédulité. « C'est impossible. Même le secrétaire à la marine ne pourrait autoriser cela. » « Tu poses les mauvaises questions, Orion. » Elle le coupa, les yeux brûlants d'intensité pour la première fois. « Demandez-vous qui profiterait de ma discréditation totale. Vous risquez une exclusion déshonorante et une peine de prison. Laissez-moi vous aider. » Sevi le regarda droit dans les yeux. Certains serments sont plus importants que la liberté personnelle. L'atmosphère dans la salle d'audience était différente en ce dernier jour prévu pour les témoignages de l'accusation. La tension s'était cristallisée en quelque chose de plus vif, de plus concentré. La présence des médias avait doublé du jour au lendemain après que des rumeurs d'irrégularité dans les témoignages précédents eurent commencé à circuler dans les cercles militaires et journalistiques. Les équipes de tournage se bousculaient pour trouver une place, pressentant que quelque chose d'important allait se produire. Sebi semblait plus alerte malgré une nouvelle nuit en détention. Elle était assise, le dos droit, les épaules en arrière, échangeant de brefs murmures avec son apprenti, tandis qu'il passait en revue les notes des jours précédents. Les cernes sous ses yeux étaient toujours là. Mais il y avait maintenant quelque chose d'autre, une vigilance, une intensité qui suggérait qu'elle ne se contentait plus de subir, mais qu'elle observait et analysait activement tout ce qui l'entourait. Le commandant Wesley faisait les 100 pas devant la barre des témoins avec l'assurance d'un matador préparant son coup de grâce. Le premier maître Talon Riker était assis bien droit sur la chaise des témoins. Son témoignage de l'heure précédente avait systématiquement démantelé ce qui restait de la crédibilité de Sebi, malgré les légères incohérences que l'apprenti avait réussi à mettre en évidence la veille. Pour être tout à fait clair, dit le premier maître Riker Westlake, se positionnant stratégiquement de manière à ce que la galerie puisse voir à la fois son visage et le profil de Sebi. À aucun moment au cours de l'opération d'extraction, le lieutenant-commandant Blackwood n'a participé à des activités opérationnelles. Avant que Riker n'ait pu répondre, les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec une force délibérée. Le bruit résonna dans la pièce comme un coup de feu. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase et toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. 2 officiers de sécurité navale entrèrent les premiers, se déplaçant avec une efficacité rodée, leurs yeux balayant systématiquement la salle, identifiant les menaces potentielles et évaluant la foule. Cette interruption inhabituelle créa une tension immédiate qui se propagea dans la galerie. Les procédures militaires étaient des espaces sacrés régis par un protocole strict,
Elle ne pouvait tout simplement pas être interrompue sans raison extraordinaire. Derrière les agences de sécurité se trouvait une personne dont la présence attirait immédiatement l'attention et était immédiatement reconnaissable. L'amiral Allard Kingston, chef des opérations navales, officier le plus haut gradé de la marine américaine et première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'armée. Ses épaulettes 4 étoiles reflétaient la lumière fluorescente lorsqu'elle entra dans la salle d'audience, vêtue d'un uniforme impeccable, son attitude rayonnant d'une autorité indéniable. Le capitaine Lyall se leva automatiquement de son banc surélevé, la surprise brisant momentanément son attitude judiciaire soigneusement entretenue. Amiral, ceci est tout à fait irrégulier. Le protocole l'exige. Kingston ne répondit pas à ses paroles et ne lui accorda même pas un regard. Son regard restait fixé droit devant elle, tandis qu'elle marchait d'un pas mesuré et sans hâte vers la table de la défense où Sébi était assise. Le cliquetis de ses chaussures cirées sur le sol résonnait dans le silence stupéfait. Chaque pas semblait durer une éternité. Sébi se leva instantanément au garde-à-vous, sa mémoire musculaire et son entraînement prenant le pas sur sa pensée consciente. Les yeux rivés vers l'avant, le menton levé, son corps adopta la posture parfaite inculquée à chaque militaire dès son premier jour de service. Kingston s'arrêta juste devant elle, suffisamment près pour que Sébi puisse voir les détails de son uniforme, le poids de ses rubans et de ses médailles, l'acier dans ses yeux. Dans le silence stupéfiant qui suivit, Kingston leva la main droite dans un salut parfait, digne d'un manuel. Ce geste avait une signification profonde dans la culture militaire, un signe de respect réservé à ceux qui l'avaient mérité par leur service et leur sacrifice. Sans hésiter, Sébi rendit le salut avec la même précision, levant la main jusqu'à son front et maintenant la position jusqu'à ce que Kingston baisse la sienne. La voix de Kingston résonna dans la pièce sans avoir besoin d'amplification, chaque mot étant prononcé avec précision. Le capitaine de corvette Blackwood, président des États-Unis, vous transmet ses salutations personnelles et regrette que les détails de l'opération Shadowfall ne puissent être déclassifiés pour le moment en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. La salle d'audience éclata en murmures confus et en exclamations choquées. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement des notes ou tapèrent sur leur téléphone. Les officiers militaires dans sa tribune échangèrent des regards alarmés, essayant de comprendre ce dont ils étaient témoins. Kingston se tourna vers le capitaine Lyall, son attitude indiquant clairement qu'elle ne demandait ni permission ni approbation, mais qu'elle l'informait simplement de la suite des événements. Capitaine Lyall, j'ai ici un décret signé ce matin par le président des États-Unis. Elle tendit un épais dossier au huissier qui le remit au juge visiblement bouleversé, les mains tremblantes. La procédure est suspendue avec effet immédiat. Le lieutenant-commandant Blackwood est réaffecté à des tâches critiques. Elle partira avec moi. Westlake se leva brusquement, sa confiance jusque-là inébranlable s'effondrant comme du sable. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, ce tribunal a compétence en la matière. Kingston l'interrompit d'un regard qui aurait pu geler le feu. Commandant Westlake, votre habilitation de sécurité est révoquée dans l'attente d'une enquête sur votre conduite. La police militaire vous escortera immédiatement pour la procédure. 2 policiers militaires s'avancent sans hésitation vers Westlake, stupéfait, dont le visage pâlit à mesure que les implications lui apparaissent. Le commandant Drake se lève à demi de son siège dans la tribune, la panique se lissant sur son visage, puis se ravise, craignant d'attirer l'attention sur lui lorsque le regard de Kingston balaye la salle. Il se rassied, soudain fasciné par ses propres mains. Kingston s'adresse à toute la salle d'audience, sa voix empreinte d'une autorité indéniable. Ce tribunal a été convoqué sur la base de preuves délibérément falsifiées dans le cadre d'une campagne coordonnée visant à discréditer un héros américain. Les responsables seront identifiés et poursuivis avec toute la rigueur de la justice militaire. Drake et Riker échangèrent des regards paniqués à travers la salle. La main de Riker se dirigea inconsciemment vers son insigne trident mal placé, puis se figea lorsqu'il réalisa ce qu'il était en train de faire, ce que cela révélerait. Kingston poursuivit d'un ton légèrement plus doux, mais sans rien perdre de son autorité. L'opération menée par le lieutenant-commandant Blackwood a permis de sauver 17 otages, dont les enfants de 2 sénateurs américains, d'un site secret ennemi. Les détails tactiques restent classifiés au plus haut niveau,
Mais le président m'a personnellement autorisé à confirmer que sa citation Silver Star a été obtenue grâce à son héroïsme extraordinaire sous le feu. Elle a sauvé des vies américaines au péril de sa propre vie. Apprentice regarda Sebi avec une soudaine compréhension qui envahit son expression, comprenant enfin pourquoi elle avait gardé un silence absolu, pourquoi elle avait refusé de se défendre. Même si sa carrière et sa liberté étaient en jeu, elle restait attentive, les yeux fixés devant elle. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans son attitude, comme si un immense poids écrasant avait été retiré de ses épaules. Kingston fit un signe de tête à Sebi. Vous devez vous rendre immédiatement au Pentagone, commandant. Un hélicoptère vous attend sur les héliports. Alors que Kingston se dirigeait vers la sortie, Sebi se mit à marcher derrière elle avec une précision étudiée. La salle explosa dans le chaos. Les journalistes se disputaient pour poser leurs questions. Les officiers se concertèrent dans un murmure urgent. Les spectateurs tentaient désespérément de comprendre le revirement spectaculaire dont ils venaient d'être témoins. Le capitaine Lyall frappa plusieurs fois son marteau, appelant à l'ordre dans une procédure qui avait fondamentalement changé en quelques minutes. À la porte de la salle d'audience, Kingston s'arrêta et se retourna pour s'adresser une dernière fois à l'Assemblée, sa voix couvrant le bruit ambiant. Que cela serve de rappel permanent à toutes les personnes présentes. La nature des conflits auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne fait que nos plus grands héros servent souvent dans le silence le plus complet, incapables de se défendre, incapables de revendiquer la reconnaissance. Gardez cette réalité à l'esprit avant de remettre en question le service ou le sacrifice de quelqu'un. Alors qu'il sortait dans le quartier, Sebi remarqua deux officiers à l'air sérieux en civil s'approcher du commandant Drake, du service d'enquête criminelle de la marine. Leurs regards se croisèrent brièvement à distance, et Drake pâlit complètement lorsqu'il réalisa l'ampleur catastrophique de son erreur de calcul. Dehors, les journalistes criaient des questions derrière les barrières de sécurité, mais aucune des deux femmes ne leur prêta attention, tandis qu'elles se dirigeaient vers le véhicule qui les attendait pour les emmener à l'héliport et vers ce qui allait suivre.